Voilà, bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir au nom de la Société Mescar et du Fonds Procléro, une fois de plus, dans ce beau lieu du Cercle Interallié. Merci d'avoir bravé les grèves et tous les obstacles qui auraient pu vous empêcher de venir jusque-là. Je sais que beaucoup ont été empêchés de nous rejoindre ce matin. Permettez-moi d'abord de saluer la présence de deux big boss aujourd'hui. Le premier, c'est Luc Mescar. Donc je pense que vous avez tout de suite compris de quelle société il est le boss, même si c'est maintenant son fils Cédric qui est aux manettes. Luc Mescar, c'est la deuxième génération de la société Mescar, qui fête ses 80 ans, non pas monsieur Luc Mescar, mais la société Mescar cette année. Et puis le deuxième big boss, je ne le vois plus, là je sais plus où il est, c'est Don Paul Préau, qui est là, je ne voyais plus, qui est le modérateur général de la communauté Saint-Martin, à laquelle j'ai la joie d'appartenir. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Donc nous avons tout au long de cette année qui s'achève, là, avec ce mois de juin, nous avons abordé dans le cadre de nos conférences Procléro la question de l'entreprise, de son gouvernement et de sa responsabilité. Au mois de septembre, pour ceux qui étaient présents, on avait abordé la question du gouvernement et de la gouvernance de l'entreprise en se posant la question de qu'est-ce qu'il reste comme responsabilité dans l'entreprise quand on analyse ces deux concepts de gouvernement et de gouvernance. Qu'est-ce qu'on perd, en particulier dans le concept de gouvernance par rapport au gouvernement? On avait, en mars dernier, un bel exemple de cette responsabilité sociale et sociétale de l'entreprise incarnée à travers la conférence de Jean-Dominique Sénard, le PDG du groupe Michelin. Et puis, nous avions une conférence un peu inédite que nous avions beaucoup appréciée en décembre dernier. D'ailleurs, le conférencier de décembre est présent, et je le salue aussi, Sylvain Deforge, directeur général délégué de G2R La Mondiale. On avait utilisé ces fameux discours du pape François à la Curie romaine en 2014, où il parlait des maladies spirituelles de la Curie romaine. Et Sylvain Deforge avait magnifiquement transposé ce discours du pape à sa hiérarchie, n'est-ce pas, aux cardinaux et aux évêques de la Curie, aux dirigeants d'entreprise. Les maladies spirituelles, qui était un texte, je dirais, assez abrupt, qui avait un petit peu secoué à l'époque la Curie romaine. En guise de cadeau de Noël, c'était assez violent, hein, on peut le dire. Et puis, en décembre dernier, 2015, le pape François fait un nouveau discours, comme chaque année, à l'occasion des vœux à la Curie romaine, et cette fois, il aborde la question des remèdes, des antibiotiques à ces maladies spirituelles de la Curie romaine. Donc, il nous semblait intéressant aussi d'aborder ce sujet. Donc, c'est ce que nous allons faire ce matin. Pour parler d'antibiotiques, de remèdes, il fallait un médecin. Et puis, pour mettre ça en lien avec les dirigeants d'entreprise, il fallait quelqu'un qui connaisse bien le monde des dirigeants d'entreprise. Et c'est pour ça que nous avons confié la mission de cette conférence au docteur Philippe Rodet, que je vais inviter à venir là, qui est médecin urgentiste. Donc on est tranquille ce matin, nous sommes entre de bonnes mains. Médecin urgentiste, et qui maintenant a fondé un cabinet de conseil en management d'entreprise, qui est l'auteur de plusieurs livres, dont le plus récent que j'ai là juste sous la main, donc je vous le montre. Je pense qu'il vous le montrera aussi, Le bonheur sans ordonnance. Et ce cabinet donc, de conseil en management d'entreprise l'a amené à écrire, à beaucoup réfléchir, à partir de son expérience de médecin aussi. Et puis, il est aussi l'auteur d'articles et de conférenciers. Et donc, aujourd'hui, il va essayer de nous partager une réflexion
à la lecture de ce discours du pape François à la Curie romaine en décembre dernier. Merci, cher Philippe, d'avoir accepté cette invitation, qui est aussi un petit défi, parce que c'est jamais facile d'aborder ce type de thème, hein, mais je sais que c'est un thème qui vous est cher et qui vous tient à cœur, et surtout que vous essayez d'incarner dans votre vie professionnelle au quotidien. Donc, nous vous écoutons avec joie. Merci beaucoup, cher Père. Cher Père, Mesdames, Messieurs, bonjour, et merci de m'accueillir ce matin pour parler d'un sujet qui, finalement, a guidé ma vie, a été présent tout au long de ma vie. Quand j'étais comme ça, sur les bancs de la faculté, je ne me suis pas intéressé au stress. À l'époque, personne n'en parlait, ou pratiquement. Je me suis intéressé par hasard à la réussite humaine. Mon premier stage d'externe, j'ai 21 ans, je suis en 4e année de faculté, je l'effectue en réanimation. Et là, j'assiste au décès d'un enfant de 15 ans qui avait mis fin à ses jours parce qu'il échouait à l'école. Quand on a une vingtaine d'années, c'est quelque chose d'extrêmement violent. L'année suivante, avec toujours cette sale histoire en tête, je vais assister à une conférence d'un homme qui parle de l'influence de la motivation sur la réussite dans l'entreprise. Je vais le voir à la fin de sa conférence et je lui dis, ces leviers de motivation qui permettent de réussir dans l'entreprise, est-ce qu'on pourrait les utiliser auprès de jeunes en situation d'échec à l'école ? Il me dit, il faudrait les adapter, mais c'est possible. Je le revois, on les adapte, je les expérimente, et dans 6 à 7 cas sur 10, on obtient des résultats intéressants. Je continue mon parcours. Je veux expérimenter ces mêmes leviers auprès de sportifs de haut niveau, et notamment de cyclistes professionnels. Bien que jeune, je n'étais pas complètement naïf, et histoire d'être bien certain que les cyclistes que j'accompagnais ne soient pas contrôlés positifs, un contrôle antidopage, dans le sang, je dose certaines hormones. Et je me rends compte que plus leur motivation augmente, plus une hormone du stress baisse. Et c'est ce qui va m'intéresser pendant 25 années, cette interaction entre la motivation et le stress. Je continue mon parcours, je deviens médecin urgentiste, et comme tout médecin urgentiste qui veut donner un peu de sens à sa vie, j'irai faire un peu de médecine humanitaire. J'irai travailler au Burkina Faso, en brousse. J'irai travailler en Roumanie à la fin de Ceausescu, quand il y a des troubles. Et à plusieurs reprises, à Sarajevo pendant la guerre. Et dans Sarajevo, en guerre, là où les tensions sont maximales, je me rends compte que mes mêmes petits leviers maintiennent l'équipe soudée et diminuent les tensions de l'équipe médicale. Impressionné par l'efficacité de ces petits moyens, à mon retour de Sarajevo, je vais voir un confrère psychiatre et je lui dis, est-ce qu'on a des études qui nous permettraient de comprendre comment la motivation peut d'une part aider à réussir, diminuer le stress et renforcer la cohésion. Il me dit non, ça n'a aucun intérêt. Nous, chercheurs, ce qui nous intéresse, c'est la motivation pour des sevrages toxiques. Ton histoire de réussite, de cohésion, c'est pratiquement le domaine de l'entreprise. Par pitié, n'y mets pas les pieds. La pire des choses qui puissent t'arriver, c'est de finir un jour consultant. Je n'ai déduit que les psychiatres voyaient un peu dans le temps. Et malgré sa mise en garde, j'ai continué à m'intéresser au sujet. J'ai y consacré une vingtaine d'années. Je vais vouloir savoir à un moment si dans l'Athènes ancienne, dans la Grèce antique, pendant ce siècle où il y a un essor culturel, intellectuel colossal, est-ce que la notion de motivation existait ? Ce sera pour moi l'occasion d'une rencontre qui va durer une dizaine d'années avec Jacqueline de Romilly. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, un jour, j'étais chez Jacqueline de Romilly. Son éditeur passe, me parle de ses problèmes de santé. Cela se traduira par un ouvrage, et puis, en 2008, par un changement d'activité. Vous voyez, finalement, ma vie, eh bien, j'ai suivi un fil ou une main qui m'était tendue. Mais ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu imaginer moi-même, ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu gérer moi-même. J'aime beaucoup, dans le discours du pape François du 21 décembre, une phrase qui parle aux médecins que je suis et qui parle à chacune et chacun de vous sur l'humanité. Il dit « L'humanité est ce qui nous rend différents des machines et des robots qui n'entendent pas et ne s'émeuvent pas. Quand il nous est difficile de pleurer sincèrement ou de rire franchement, ce sont 2 signes, alors notre déclin a commencé, ainsi que notre processus de transformation d'homme en autre chose. » Eh bien, cette puissance de l'humanité, cette force de l'humain,
Dans mon métier, j'ai eu l'occasion de la vivre. J'ai exercé la médecine d'urgence sous 3 formes. Dans un SAMU, bien sûr, dans un cadre humanitaire, je vous l'ai dit, mais également dans un groupe d'assistance. Mon rôle était d'aller chercher des concitoyens qui avaient un accident grave à l'étranger pour les maintenir stables pendant le vol du retour. Et un jour, je vais chercher un enfant de 13 ans qui commençait difficilement dans la vie. La garde avait été retirée à ses parents. Il vivait dans un foyer dans le nord de la France. Avec son foyer, il part en vacances à 50 km de Prague. Le 2e jour de ses vacances, il monte sur une charrette, fait une chute de la charrette, la roue de la charrette roule sur la jambe et éclate le tibial péroné. Et quand on voit les images de ces radios en France, on considère qu'il a plus de chances de sauver sa jambe s'il opérait en France qu'à Prague. On va donc décider de le rapatrier. Et quand j'ai cherché cet enfant, la première des choses dont il me parle, c'est son niveau de douleur. Et là, on se souvient des cours qu'on a eus sur les bancs de la faculté ou en médecine d'urgence, où on nous dit maintenant, lutter contre la douleur, c'est devenu facile. Vous avez la morphine intraveineux agit très vite. Et si vous avez besoin de plus, vous avez le fentanyl qui est encore plus puissant et qui agit encore plus vite. Et chez ce jeune, j'utilise du fentanyl. Et il ne souffre plus pendant 2 minutes et demie. Mais au bout de 2 minutes et demie, il a de nouveau mal. Il souffre de nouveau. Il a consommé, entre guillemets, les molécules de fentanyl. On complexifie le traitement, mais la douleur résiduelle est telle que pour le passer de son lit d'hôpital au brancard de l'ambulance, pendant 2 minutes, on est obligé de l'anesthésier. Une fois dans l'ambulance, ça allait à peu près bien, jusqu'au moment où il y a une dénivellation sur la chaussée. Et là, il souffre de nouveau. Il me dit « Ah, docteur, j'ai trop mal. Est-ce que je pourrais vous tenir la main ?» Je dis « Oui, bien sûr. » Je sens sa petite main qui s'accroche dans ma main. Et 7-8 minutes plus tard, je sens la même petite main se détendre. Il s'était endormi. Je le maintiens endormi, sédaté, pendant le reste du trajet. On l'anesthésie quelques minutes à l'aéroport pour l'installer confortablement dans l'avion. Et en vol, il ne souffre pas. Il me parle des difficultés de la vie, quand on ne voit jamais sa famille, jamais ses parents. Et puis le soir, quand je lui dis au revoir dans sa chambre d'hôpital, il y a une grosse larme qui coule sur sa joue, on avait un petit peu sympathisé pendant le vol. Et du haut de ses 13 ans, elle me dit « Docteur, souvenez-vous d'une chose, le meilleur traitement de la douleur, c'est la main de l'autre. » Eh bien oui, on a de la physique qui marche bien. Maintenant, avec des électrodes externes, on peut faire battre un cœur au rythme que l'on veut. On a de la chimie qui est extrêmement puissante. Mais l'humain est toujours incontournable. C'est grâce à la force de l'humain qu'on ira chercher des résultats. On traverse actuellement une période compliquée, une période d'incertitude et de complexité. L'incertitude, elle a été annoncée, les conséquences de l'incertitude ont été annoncées en octobre 2008 par Margaret Chan, la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé. Margaret Chan, en octobre 2008, dit « Attention, avec la crise, on va avoir une véritable contagion du stress, de la dépression et du suicide. » Et malheureusement, elle avait vu juste. Et qu'est-ce qui se passe dans ces périodes-là ? Eh bien, le stress va faire émerger des émotions négatives. Et c'est ce qui le rend très contagieux. Une émotion négative se transmet d'homme à homme en 30 millisecondes. Donc effectivement, c'est encore pire que le virus de la grippe. Et dans un tel contexte, eh bien, qu'est-ce qu'il va être logiquement intéressant de faire ? C'est de faire émerger des émotions positives qui, heureusement, sont plus puissantes que les émotions négatives. On verra que si on fait émerger des émotions positives, on va diminuer le niveau de stress. On va augmenter la motivation. En 2013, le pourcentage de collaborateurs démotivés en France était de 40%. En 2014, on est passé de 40 à 52% de collaborateurs démotivés. Il y a donc intérêt à jouer sur cette composante et aller chercher des émotions positives. Quand on est stressé, on est moins capable de penser la complexité, on est moins capable de trouver l'idée nouvelle dont on a besoin. Eh bien, on va voir que grâce à ces émotions positives, grâce à certains comportements, on pourra restaurer ses capacités à penser la complexité. Moins de tension, plus d'envie de réussir, de se dépasser, de bien faire, et des capacités intellectuelles plus importantes, oui, c'est ce que l'on va essayer d'aller chercher. On a une chance énorme, c'est que le bien-être aide à penser la complexité. Si on parle beaucoup du stress, actuellement, pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup ? Et depuis quand ?
Je vous disais tout à l'heure, dans les années 80, on n'en parlait pas. Dans les temps anciens, quand l'homme était confronté à un animal sauvage, c'est une réaction merveilleuse, c'est une réaction de survie. Notre chasseur avait une réaction de stress, il libérait des hormones sous l'influence de l'adrénaline, il dilatait ses bronches, plus d'oxygène passait dans le sang, sous l'influence de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol, de l'aldostérone. Il augmentait sa tension artérielle, du sang plus riche en oxygène circulait mieux, son cerveau était irrigué par un sang plus riche en oxygène et devenait plus performant. Si le combat durait, grâce à l'adrénaline et au cortisol, deux hormones du stress, eh bien le taux de sucre dans le sang augmentait, notre chasseur avait donc l'énergie nécessaire pour combattre. Et puis, si le combat était à l'origine de blessures au niveau des membres, grâce à l'adrénaline et à la noradrénaline, notre chasseur resserrait ses vaisseaux, et grâce à l'adrénaline, il augmentait la capacité de son sang à coaguler, le risque d'hémorragie s'effondrait. C'était quand même plutôt bien fait. Et si notre chasseur était grièvement blessé, il libérait des endorphines, nos morphines naturelles, pour ne plus sentir la douleur et pouvoir continuer à combattre dans des conditions optimales. C'était parfait. Aujourd'hui, pourquoi le stress nous pose problème alors que dans les années 80, personne n'en parlait ? On va faire un tout petit test, si vous le voulez bien, dans la salle. Qui n'a pas de téléphone portable ? Je n'aurais pas la cruauté de demander qui a plusieurs téléphones portables. Je prenais récemment l'avion avec un dirigeant d'un grand groupe. Ce qui m'a surpris à l'aéroport, c'est quand il a sorti au poste de contrôle de sécurité 6 téléphones portables. C'est là qu'on voit que ces hommes ont quand même un talent fou, car pour repérer le bon quand il y en a un qui vibre, c'est déjà tout un métier. Eh bien, effectivement, on est tous connectés. Tout, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, tout s'est accéléré. Et le nombre de sources de stress a augmenté considérablement. Plus vite, en tous les cas, que nos capacités d'adaptation. On n'a pas de chance en plus, l'espèce humaine est programmée pour résister à un tout petit nombre de sources de stress, puisque selon une étude canadienne, ce serait de 5 à 7 sources par semaine, soit une par jour. Rassurez-vous, je ne vous demanderai pas tout à l'heure, en quittant la salle, de revenir à une source de stress par jour. Ça me rappellerait trop une anecdote qui circulait dans les internats en médecine, où un monsieur très âgé va voir un jeune médecin, lui dit « Docteur, si j'arrête de boire, si j'arrête de fumer, si j'arrête de manger des produits riches, est-ce que je viendrai plus vieux ?» Et le jeune médecin, plein de bon sens, lui dit « Je ne sais pas, mais dans tous les cas, ça vous paraîtra beaucoup plus long. » Si on revenait à une source de stress par jour, je pense qu'effectivement, ça nous paraîtrait beaucoup plus long. C'est donc pas l'objectif. Nos amis canadiens, et notamment Jean-Jacques Breton, qui est professeur de psychiatrie à Montréal, dit si le stress nous pose aujourd'hui problème, c'est d'une part parce que les sources ont augmenté de façon quasi exponentielle avec l'arrivée de nouvelles technologies de l'information et de la communication, mais c'est qu'en parallèle, nos facteurs de protection se sont effondrés. Et si on rehausse les facteurs de protection au bon niveau, eh bien le stress ne nous posera plus problème. Les facteurs de protection, je pourrais en citer 3. La spiritualité, le sens, les relations que l'on a les uns avec les autres. Dans une structure aux États-Unis qui fait travailler des médecins urgentistes, ils étaient confrontés à un nombre de cas de burn-out très élevé. Ils ont demandé à ces mêmes médecins une demi-journée par semaine de travailler sur leur zone de passion. Chaque médecin, un domaine de la médecine qui l'intéresse plus que les autres. Ces médecins ont travaillé sur leur zone de passion. Ils ont fait avancer des stratégies thérapeutiques. Ils ont pris conscience de leur utilité. Le sens a augmenté. Le nombre de cas de burn-out s'est effondré. On n'a pas joué sur la quantité de travail, on n'a pas joué sur la densité du travail, on a simplement renforcé le sens. Les liens sociaux, les relations que l'on a les uns avec les autres. Ce sont nos amis canadiens qui ont beaucoup travaillé dessus. Il y a une étude qui a été faite chez des dames enceintes stressées. Ils ont pris 2 groupes de femmes enceintes stressées, un groupe de femmes enceintes stressées avec des liens sociaux, des dames qui avaient des amis, un travail, et des femmes enceintes stressées sans liens sociaux. Chez les femmes enceintes stressées qui ont des liens sociaux, tout se passe à merveille. La grossesse se passe bien, l'enfant, la naissance est parfait. Chez les femmes enceintes stressées qui n'ont pas de liens sociaux, la grossesse est plus souvent compliquée par des problèmes d'hypertension artérielle. Lors de la naissance de l'enfant, si on dose les immunoglobulines E dans le sang du cordon, il y en a plus, l'enfant aura plus de chances d'être allergique toute sa vie. La seule différence, c'était les liens sociaux. Sur les liens sociaux, on a intérêt à être un peu vigilant, parce que parfois, dans nos grandes villes, ils ont tendance à s'altérer un petit peu. Je m'en faisais la remarque il y a quelques jours, dans des rues de Paris. Je suivais plusieurs voitures, il y a un monsieur qui s'arrête un peu brutalement, moitié trottoir, moitié chaussée, qui veut en descendre beaucoup trop vite, se prend les pieds dans je ne sais quoi, mais toujours est-il qu'il fait une chute avec la tête qui impacte un petit peu le goudron et il reste allongé sur la chaussée.
Il y a encore des liens sociaux. Les voitures qui étaient devant moi ont monté sur le trottoir opposé pour ne pas rouler sur le monsieur. Mais aucune des 3 voitures qui me précédaient ne s'est arrêtée. C'est un petit peu limite. Il faut que l'on soit vigilant. Il faut que l'on aille chercher des relations de qualité si on veut être protégé. Trop de sources, pas assez de facteurs de protection, des pulsions alimentaires que l'on traîne depuis la nuit des temps et qui nous embêtent. Dans les temps anciens, quand notre chasseur allait combattre un animal sauvage, il fallait qu'il ait envie de refaire ses réserves. Et pour cela, il fallait qu'il ait envie de sucre et de sel. Et donc, il avait envie de manger des produits sucrés, des produits salés. C'était formidable. Maintenant, quand on est derrière notre ordinateur et que l'on reçoit un mail compliqué, on n'a pas forcément besoin de refaire des réserves, mais on a quand même envie de sucre et de sel. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de boîtes de bonbons Haribo qu'on trouve dans les entreprises. Vous savez, ces grosses boîtes rondes où il y en a de toutes les couleurs, c'est impressionnant. On a envie de sucre. Quand on est stressé, il y a déjà trop de sucre dans notre organisme, et là, on va l'abîmer. On aura également envie de sel alors qu'il y en a trop. Soyons vigilants sur ces pulsions alimentaires. Et d'une manière générale, sauf vous ce matin, vous êtes tous très actifs. La preuve, vous êtes venus même le matin tôt. Eh bien, d'une manière générale, on ne bouge pas suffisamment, on n'a pas suffisamment d'activité physique. Je voyais récemment un DRH d'un grand groupe à la Défense qui m'expliquait faire moins de 100 mètres à pied par jour, c'est trop peu. Si on fait un peu attention aux sources, si on augmente les facteurs de protection, si on fait attention aux pulsions alimentaires et si on a une activité physique régulière et modérée, on est parfaitement protégé. On va voir que ces éléments de comportement, eh bien finalement, et ce sera un peu le parallèle avec les antibiotiques curieux, c'est qu'est-ce qu'a dit le pape pour faire évoluer les choses? Il a dit, on va jouer sur de la vertu, sur des comportements. Et dans nos entreprises, est-ce qu'on pourrait aller chercher des éléments de comportement qui seraient susceptibles, dans une période de grande complexité, de grande tension, de nous permettre de trouver à la fois du succès et de la santé? Car, mesdames et messieurs, l'enjeu à l'heure actuelle, il est bien là. Premier antibiotique, le sens. Le sens, c'est puissamment protecteur du stress. On a de la chance, c'est un médecin français qui travaille dessus, c'est le professeur Philippe Davesi, qui est professeur de médecine à Lyon. Philippe Davesi dit, si le sens diminue les effets du stress, c'est parce qu'il permet à chacun de prendre conscience de l'utilité de son travail. Si on sait à quoi on sert, on est protégé des effets du stress. Le sens est extrêmement puissant, puisqu'il nous permet de traverser les pires périodes de la vie. Souvenez-vous des propos de Viktor Frankl. Viktor Frankl, dans un camp de concentration, il avait perdu les membres de sa famille. Il dit, le sens que j'avais donné à ma vie, c'était tous les soirs d'avoir une main de propre, et c'est ce qui m'a permis de survivre. Il a eu cette très belle phrase, avec le sens disparaît la souffrance. Le sens, c'est tellement puissant pour diminuer les effets du stress, qu'il va avoir un impact sur la santé. Pierre Gagnon, qui est professeur de psychiatrie à Montréal, intervient chez des patients qui ont des maladies graves. Il dit, quand je renforce le sens de leur vie, j'améliore la qualité de vie, je prolonge l'espérance de vie, parce que je vais annihiler les effets du stress. Élie Sommer, qui est professeur de neurologie, intervient chez des patients qui ont des scléroses en plaques. Il dit, quand je renforce le sens de leur vie, je diminue l'intensité des poussées, j'espace les poussées, parce que je diminue les effets du stress. Le sens est un moyen extrêmement puissant de diminuer les effets du stress, mais c'est aussi un levier de succès. Dans les universités américaines, on a des étudiants boursiers. Et pour avoir des bourses pour les étudiants, on a des collecteurs de fonds. Puis on se rendait compte depuis quelques années que le volume de fonds récoltés baissait. On avait une explication à portée de main, c'est la crise. Les entreprises font moins de dons. Quelqu'un a quand même eu l'idée de faire rencontrer les étudiants boursiers aux collecteurs de fonds. Les étudiants boursiers ont expliqué l'intérêt pour eux d'avoir une bourse, de pouvoir faire des études qu'ils ne feraient pas autrement. Les collecteurs de fonds ont perçu l'entière importance de leur activité dans les semaines qui suivaient. Le nombre d'appels téléphoniques passés par les collecteurs de fonds augmentait de 100%, le volume de fonds récoltés de 400%. Le sens, c'est de la santé et c'est du succès. Et parfois un petit peu plus. Vous avez tous en tête la fable de Charles Péguy sur les tailleurs de pierre. Un homme
qui taille des pierres, qui a le visage défait, qui dit « Ah, c'est difficile, c'est dur comme métier. L'hiver, j'ai froid, l'été, j'ai chaud. Parfois, je me blesse, c'est l'horreur. » Un autre homme qui a l'air beaucoup moins affecté, qui dit « C'est difficile comme métier, mais ça me permet de nourrir ma famille. » Et ça, c'est formidable. Puis il y a une troisième personne qui taille des pierres et qui est en pleine forme. Il dit « Qu'est-ce que vous faites ?»« Moi, je contribue à bâtir des cathédrales. » Eh bien, entre l'homme qui taille des pierres et l'homme qui contribue à bâtir des cathédrales, il y a le sens. Entre le labeur de l'homme qui taille des pierres et le bonheur de l'homme qui contribue à bâtir des cathédrales, il y a le sens. Le sens, c'est de la santé, du succès et de temps en temps, un petit peu de bonheur. Si tous nos antibiotiques habituels provoquaient cela, ce serait merveilleux. Des objectifs ambitieux, réalistes. C'est un psychologue d'origine hongroise qui est à l'origine de cette notion. C'est Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi dit « Quand on a repéré les capacités d'un collaborateur, il faut fixer les objectifs juste au-dessus de ses capacités. » Il dit ainsi « Le collaborateur va entrer dans un état de flow, un état de concentration optimale où il sera pleinement efficace. » Il dit « Si on fixait l'objectif beaucoup trop haut, on irait chercher du stress. Le stress sur l'intellect, ce n'est pas exceptionnel quand il est chronique. Si on fixait l'objectif trop bas, on irait chercher de l'ennui. L'ennui va aussi donner du stress. » Il dit « Si on fixe l'objectif juste au-dessus des capacités de la personne, le collaborateur va entrer dans un état de flow, un état de concentration optimale où il sera pleinement efficace. Et comme il sera efficace, il va prendre conscience de son utilité pour son service, pour son entreprise, et grâce à cette prise de conscience, il sera protégé des effets du stress. » Comment savoir si l'objectif est fixé à un bon niveau? Posez 2 questions à un collaborateur. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de stress lié au travail? En ce moment, c'est une période intermédiaire, je suis bien à 7, c'est plutôt compliqué. Sur une échelle de 1 à 10, quel est votre niveau de plaisir? Ah, dans mon travail, je me réalise, je suis bien à 9. Tant que le rapport plaisir sur stress est supérieur ou égal à 1, vous êtes dans la bonne zone. Ce rapport est intéressant parce que souvent on a tendance à ne voir que le stress. Je vois parfois des dirigeants d'entreprise me dire « En ce moment c'est compliqué, vous savez, en termes de stress, je suis bien à 8 ou 9. Mais en revanche, dans mon entreprise, je me réalise pleinement, je suis à 10 de plaisir. » Eux ne sont pas en danger. Quand je vois des traders qui me disent « En termes de stress, oui, je suis à 9 ou 10, en ce moment c'est compliqué. Et en termes de plaisir, je suis à 2. » Eux sont en danger. Pensez à ce rapport, faites en sorte qu'il soit toujours supérieur ou égal à 1. Ainsi, on ira chercher de l'engagement et en même temps, grâce au sens induit par le fait de prendre conscience que l'on est utile, on ira chercher de la santé. La liberté d'action, troisième antibiotique. La liberté d'action, pour l'illustrer, on va prendre 2 personnes, on les met dans une voiture, on leur demande de faire 400 km. On dose le cortisol, une hormone du stress dans la salive au départ, on le dose au bout de 400 km. Ils ont le droit de s'arrêter, mais ils n'ont pas le droit de changer de conducteur. La personne à l'arrivée qui a un taux de cortisol la plus élevé, qui est la plus stressée, ce n'est jamais le conducteur, c'est le passager, parce qu'il ne peut pas agir. Le conducteur, s'il y a un obstacle, il peut agir. Le passager ne peut pas. On le voit dans les entreprises qui font du transport en commun. Les conducteurs de bus sont toujours beaucoup moins stressés que les conducteurs de tram. Le conducteur de bus, il dit s'il y a un obstacle, je peux donner un coup de volant, je peux freiner. Le conducteur de tram dit moi bien sûr je ne peux pas donner le coup de volant, en plus avec l'inertie, j'ai un accident. Le niveau de stress chez les conducteurs de tram est énorme. Paul Ricoeur résume bien cette notion. Il dit l'amputation du pouvoir d'agir, c'est de la souffrance. Oui, quand on ne peut pas agir, on souffre. Eh bien, à l'inverse, si on laisse un juste niveau d'autonomie à nos collaborateurs, quelle belle notion nous traduire de la confiance. Et la confiance, quand on dit indirectement à quelqu'un « je te fais confiance, je vous fais confiance », c'est quelque chose de puissamment protecteur. L'homme qui a beaucoup travaillé sur l'autonomie, c'est un avocat américain, c'est Daniel Pink. Daniel Pink dit « Je n'ai jamais plaidé une seule cause de ma vie, la seule cause que j'ai plaidée, c'est celle du travail et de la motivation. » Daniel Pink a mis en place des formes atypiques d'autonomie, notamment dans un groupe qui élabore des logiciels en Australie qui s'appelle Atlassian. Daniel Pink a organisé la journée annuelle de l'autonomie.
Ce jour-là, on a demandé aux collaborateurs de ne pas travailler sur leur dossier habituel, mais de réfléchir à des améliorations de leur poste de travail. Dans les semaines qui suivaient, on s'est rendu compte que des frottements qui existaient parfois depuis 10 ans pouvaient être corrigés. Mais surtout, on s'est rendu compte que les relations entre les personnes étaient meilleures. La journée annuelle de l'autonomie est devenue une journée trimestrielle. Et là, on s'est rendu compte que les relations entre les personnes étaient bien meilleures, mais que la créativité dans les bureaux d'études était plus grande. Quand on dit à quelqu'un indirectement « je te fais confiance, je vous fais confiance », en lui laissant une marge, un juste niveau d'autonomie, on va faire émerger des émotions positives. Et chaque fois que l'on fera émerger des émotions positives, on va diminuer le niveau de stress, on va améliorer les relations entre les personnes, on va renforcer la créativité. La gratitude. On ne pense pas toujours à dire merci. Je voulais le dire hier soir, et puis j'ai eu un appel téléphonique important, 2 échanges de mails un peu rapides, et puis un collaborateur était parti. Et puis c'est pas toujours facile à recevoir. Je l'ai vécu quand je suis allé travailler au Burkina Faso en brousse. Un jour, je reçois une jeune fille qui avait un genou droit énorme. Il était 3 à 4 fois plus gros que le gauche. Il y avait une infection au niveau de l'articulation. On était en brousse, on n'avait pas tout à fait le matériel adapté, on avait juste de quoi faire une anesthésie locale. On n'avait pas le drain qu'il aurait fallu, on en a fabriqué un avec une pseudo-tubulure de perfusion. On met une antibiothérapie massive en plus à cette jeune fille, et on a beaucoup de chance, elle récupère. Elle ne marchera plus jamais en fléchissant la jambe à 100%, mais à 80%, ce qui lui permet quand même de marcher sans l'aide d'un bâton, et là-bas c'est important. Puis j'oublie complètement cette histoire, parce que tous les jours, il y avait des choses pas possibles. Puis quelques mois plus tard, je retourne dans ce même dispensaire en brousse. Et un soir, je vois un monsieur très âgé venir. Il avait bien 80 ans, et 80 ans au Burkina, en brousse, c'est pas 80 ans à Paris. Il avait les traits tirés, la peau burinée. Marchait avec l'aide d'un bâton. Il me dit « Ah, docteur, qu'est-ce que je suis content de vous voir. Je suis parti hier de mon village. Parce que mon village, il est situé à 17 km, et à mon âge, je ne peux plus faire les 17 km en une seule journée. J'ai pris ma couverture sous le bras. Cette nuit, j'ai dormi sur le sol. Et ce soir, quelle chance j'ai, je peux vous voir. » Je dis « Mais monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Il me dit « Vous savez, la jeune fille qui avait un problème au genou, c'est ma petite fille. Et je tiens vraiment à venir vous dire merci. » Qu'est-ce que j'ai fait sur le coup ? Je vous en prie, monsieur, on est là pour ça. J'ai dû lui donner l'impression de diluer son merci. Mais en réalité, 25 ans plus tard, je m'en souviens avec émotion, il y a des merci que l'on prononce à nos collaborateurs pour lesquels ils vont nous dire « Ah, c'est normal, je suis là pour ça », mais dont ils se souviendront avec la même émotion dans 25 ans. Le directeur de cabinet d'un ministre, il y a quelques années, me téléphone et me dit « Dans le cabinet, on n'est pas nombreux, on n'est qu'une quarantaine, mais il faudrait pouvoir faire quelque chose car il y a des tensions colossales. Mais je vous préviens, je n'ai rien le temps de faire. Quand j'arrive le matin à 5 heures, mes collaborateurs ne sont pas là. Quand je pars le soir à 23 heures, ils ne sont plus là. » Entre nous, il y a des fainéants partout, ça ne fait quand même pas une amplitude horaire énorme. Il me donne un rendez-vous pour analyser la situation en milieu de journée, à 21h, et m'explique qu'il n'a vraiment rien le temps de faire. Je lui demande simplement, quand un collaborateur lui a remis un dossier particulièrement bien traité pour une rencontre avec le ministre le lendemain, de prendre un petit post-it, et sur le petit post-it, de lui mettre « Bravo pour ton dossier, merci », ses initiales, et d'aller coller le petit post-it sur le devant de l'ordinateur du collaborateur, le soir quand il part, pour que celui-ci le trouve, pour que le collaborateur le trouve le matin en arrivant. 2 mois plus tard, on se rend compte qu'aucun petit post-it n'a été déchiré. Ils sont passés du devant au côté de l'ordinateur. Aucun n'a été déchiré. L'atmosphère dans le cabinet s'est améliorée. La gratitude, à l'image de l'autonomie, est aussi un vecteur extrêmement puissant d'émotions positives. Encouragez. Si vous encouragez vos collaborateurs, vous allez augmenter ce que les psychologues appellent le sentiment d'efficacité personnelle. Le sentiment d'efficacité personnelle, c'est la conscience que dans un domaine bien précis, on a du talent, on sait faire. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on va augmenter la persévérance, on va augmenter la confiance en soi, on va augmenter l'optimisme. Ça, en France, vous pouvez y aller. Avant qu'on atteigne des seuils qui soient ennuyeux, il y a de la marge.
N'ayez pas peur d'encourager sous crainte qu'on ait un excès d'optimisme, on est assez bien protégé. Et on va faire baisser le niveau de stress. La persévérance. Il y a un homme qui illustre bien la persévérance, c'est Thomas Edison. Thomas Edison dit certains chercheurs ne trouvent pas parce qu'ils arrêtent de chercher. Personnellement, tant que je n'ai pas trouvé, je cherche et de ce fait, je trouve. C'est puissamment logique et assez efficace comme technique. Thomas Edison, durant sa scolarité, a été énormément encouragé par sa maman. Et il persévère énormément. Quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, la conscience donc que dans un domaine bien précis on a du talent, on va augmenter la persévérance. Il y aura des collaborateurs qui vont persévérer davantage, qui auront plus confiance en eux, qui vont oser davantage. Et en même temps, on va diminuer le niveau de stress. De combien, en pourcentage, allons-nous diminuer le niveau de stress? Selon une étude canadienne, si on encourage un collaborateur, on va baisser son niveau de stress de 32%, si c'est une collaboratrice, de 44%. Pourquoi est-ce différent selon qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme? Eh bien parce que quand on augmente le sentiment d'efficacité personnelle, on va modifier l'expression d'un gène qui s'appelle OXTR, un gène qui code pour une protéine d'un récepteur à une hormone qui est l'ocytocine. Pour qu'une hormone agisse dans notre organisme, il faut non seulement que l'hormone soit présente, mais que le récepteur soit actif. En modifiant l'expression du gène OXTR, on rend le récepteur à ocytocine plus actif, l'ocytocine agit davantage, et comme l'ocytocine est une hormone qui fait baisser le niveau de stress, eh bien c'est ce qui explique que les encouragements font baisser le niveau de stress. Mais l'organisme féminin, messieurs, vous l'avez remarqué depuis longtemps, est bien mieux fait que le nôtre. Puisqu'en même, quand on a une réaction de stress, nous on va libérer les hormones classiques, de l'adrénaline, de la noradrénaline, du cortisol, de l'aldostérone, quelques endorphines, et l'organisme féminin libère en plus grande quantité que nous de l'ocytocine. L'organisme féminin est quand même très bien fait, puisqu'en même temps qu'il libère les hormones du stress, il va libérer pratiquement l'antidote aux hormones du stress. Nous, on libère beaucoup moins d'ocytocine, on est beaucoup moins protégé. Comme on a moins d'ocytocine, c'est ce qui explique que les encouragements sont plus efficaces pour faire baisser le niveau de stress chez la femme que chez l'homme. Soit dit en passant, mesdames, retenez quand même ce message important. Vous êtes beaucoup mieux protégés que nous, il faut prendre soin de nous. Le sentiment de justice. Soyons perçus comme justes. À l'échelle d'un couple, si on veut être perçu comme juste, quand on fait un reproche à notre compagne, à notre compagnon, il faut que l'on soit en mesure de faire 5 compliments. C'est pas mal. Et le seuil où la personne qui vit avec vous dira « Ah, arrête chérie, c'en est trop », c'est 1 à 11. Je ne sais pas vous, mais personnellement, je n'ai jamais été gêné par le 11e. Dans l'entreprise, on a de la chance, c'est beaucoup moins. C'est théoriquement 1 à 3. Je ne vous demanderai jamais de retenir le 1 à 3, mais de penser à ce que vos collaborateurs fassent des compliments. Trop souvent, quand je vais dans une entreprise, qu'est-ce que j'entends? Quand on fait quelque chose de mal, on se fait engueuler. Quand on fait quelque chose de bien, jamais on ne nous le dit. Si quelqu'un se trompe, c'est facile de lui dire « Tu as vu? Tu t'es encore trompé? Tu as vu ?» Si c'est quelqu'un de visuel, on va toucher l'inconscient, le message passe bien. « Tu t'es encore, donc tu ne progresses pas ?» Et là, c'est pas ce qui va donner énormément envie de faire des efforts. À l'inverse, si on dit à la personne dans tel et tel domaine, ce que tu fais, ça me va pleinement. Dans ce domaine-là, on n'est pas au même niveau. Mets-le-moi au même niveau, et ce sera parfait. Si vous faites l'effort d'être perçu comme juste, vous n'allez pas augmenter cette fois les émotions positives, mais vous allez effondrer les émotions négatives. On verra tout à l'heure l'intérêt d'augmenter les unes et de diminuer les autres. Et quand on effondre les émotions négatives, on va effondrer les frustrations, on va diminuer le niveau de stress et on va éviter la démotivation. Le coût de la démotivation lié à la carence en sentiment de justice organisationnelle aux États-Unis se chiffre en milliards, 2 milliards de dollars. On a donc tout intérêt à faire l'effort d'être perçu comme juste. Reconnaître ses maladresses. Très régulièrement, j'interviens sur ces sujets.
Et les jours où je n'y interviens pas, je travaille sur ces sujets. J'en suis donc pleinement imprégné. Et un vendredi matin, j'étais beaucoup trop ferme avec un de mes propres collaborateurs. Le vendredi soir, quand je le croise dans un couloir, il me dit « C'est bien d'écrire des livres, mais il y a des jours, vous pourriez en relire certaines pages. » Il avait certainement raison. Et avant, je ne savais pas comment gérer une telle situation. Je ne disais rien. Les frustrations duraient, se répandaient, contaminaient. Pour parvenir à la gérer, je pense toujours à la même image, toujours à la même histoire. Une image qui date du 8 juin 1972. On voit une petite fille courir nue sur une route au Vietnam après un bombardement en napalm. Kim Phuc avait 9 ans. Elle dit « Si je courais, c'est parce que j'avais l'impression d'avoir le feu à l'intérieur de moi. » Elle sera opérée à 18 reprises de greffe de peau. Elle est opérée au niveau de son cartilage. Elle devient diabétique et migraineuse de manière quasi quotidienne. En 1996, Kim Phuc est invitée à intervenir lors de l'Assemblée générale des anciens combattants de la guerre du Vietnam aux États-Unis. Lorsque Kim Phuc prend la parole, elle est très émue. Elle dit « Si l'homme qui a lâché la bombe était dans la salle, je lui dirais « Monsieur, il faut qu'ensemble on bâtisse un monde de paix. » Il y a un homme dans la salle qui fait passer un message au service de sécurité. On le met en relation avec Kim Phuc. Quand John Plummer est devant Kim Phuc, il est en pleurs. Il dit « Madame, c'est moi qui ai lâché la bombe. Est-ce que vous êtes en mesure de me pardonner ?» Kim Phuc le prend dans ses bras et lui dit « Oui, c'est le passé. En revanche, aidez-moi à bâtir un monde de paix. » Eh bien, quand je repense à cette histoire, je suis capable d'aller voir un collaborateur et de lui dire « Sur ce coup, j'ai pas été bon. » En général, il le reconnaît sans difficulté. Puis il va aussi finir par reconnaître que ce qu'il n'avait pas fait depuis 2 jours que je lui avais demandé de faire, ce n'est pas exceptionnel non plus. On va voir comment éviter que cela se reproduise. Mais on va échanger. Et on se quittera. On ne sera plus fâchés. On sera réconciliés. Là encore, on va effondrer les émotions négatives, on va effondrer les frustrations, on va diminuer le niveau de stress, on va éviter la démotivation. Enfin, on est en France. Cultivons l'optimisme. Je ne sais pas si vous avez vu les récents résultats de l'enquête réalisée par Wynne Gallup. Sur 51 pays testés, on est 51e. Première bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut plus baisser. Mais qu'est-ce que l'on est pessimiste ? En mode spontané, qu'est-ce que l'on est pessimiste ? Je m'en suis fait la remarque un jour de mars 2013. En mars 2013, ça ressemblait un peu au mois de juin 2016, il a plu beaucoup. La seule belle journée de mars 2013, je vais travailler dans un grand groupe qui élabore des pneumatiques à Clermont-Ferrand. Je passe une journée merveilleuse avec des personnes qui ont une vraie dimension humaine. Puis le soir, un peu fatigué par la journée de travail, pour regagner l'aéroport, à 19h, je prends un taxi. Et soucieux de dire un mot sympathique au chauffeur des taxis sans dépenser trop d'énergie, je lui dis on a de la chance, il a fait une journée merveilleuse. Il s'arrête au feu tricolore suivant, il se retourne, et là j'ai bien vu que le message était important. Il me dit vous avez raison, il a fait beau, mais il a fait trop chaud pour la saison. Et vous allez voir, quand il fait trop chaud en mars, on va le payer tout l'été. Je me suis tu pendant tout le reste du trajet. J'avais trop peur qu'il me raconte l'histoire de la grand-mère, qui dit à ses petits-enfants « Pour vous, les jeunes, ce sera dur. J'ai connu une guerre, j'ai une tuberculose, pour vous, ce sera pire. » Ah oui, mamie, on a envie d'aller dans un monde pareil. Oui, on a un effort à faire en termes d'optimisme. Alain le résumait à merveille, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Oui, c'est un acte volontaire, c'est un effort que l'on a à faire. Mais l'optimisme qui nous intéresse, ce n'est pas un optimisme béat qui consisterait à dire que tout va bien dans la pire des situations. L'optimisme qui nous intéresse, c'est un optimisme qui va inviter à l'action. C'est un optimisme qui sera le véritable compagnon de l'effort. Cet optimisme-là, pour le définir, je vais aller chercher une femme qui a beaucoup marqué des années de ma vie. Une dame
qui continuait à écrire alors que depuis 15 ans, elle ne voyait plus clair. Une dame qui a consacré sa vie à l'Athènes ancienne, c'était Jacqueline de Romie. Jacqueline de Romie ne voyait plus clair. Elle continuait à écrire des livres. Elle avait chez elle 2 gros magnétophones, vous savez que ces grosses cassettes en plastique. Sur un magnétophone, elle dictait un quart d'heure de texte. Au bout d'un quart d'heure, elle écoutait les corrections. Et sur l'autre magnétophone, elle écoutait le texte, elle mémorisait les corrections. Et sur l'autre magnétophone, elle dictait le texte corrigé. Et elle recommençait. Je dicte un quart d'heure de texte, je l'écoute, je mémorise les corrections, et je dicte le quart d'heure de texte modifié. Et puis le soir, parfois, comme elle ne voyait pas clair, 88, 90 ans, un peu fatiguée, elle se trompait de bouton, et elle effaçait tout le texte. Et elle recommençait, et le texte paraissait. La beauté de la vie a fait que l'on est devenu très proche avec Jacqueline de Romie, au point de se voir 2-3 fois par semaine, de se téléphoner tous les soirs de 21h à 21h30. Comme elle ne voyait pas clair, le week-end, c'était sa femme de ménage qui lui préparait ses repas pour qu'elle n'ait plus qu'à les faire chauffer. Elle me téléphone un dimanche soir, elle me dit « Mon petit docteur, il m'en est arrivé une. J'ai mis ça au four avec du gruyère, et pour la première fois de ma vie, j'ai mangé de la compote avec du gruyère. » Elle me dit « Ce n'était pas bon, mais si j'avais vu clair, jamais j'aurais su le goût que ça pouvait avoir. » Je la vois quelques jours après, je lui dis « Mais comment faites-vous pour être toujours aussi optimiste ?» Elle me dit « Vous savez, quand c'est difficile, quand c'est dur. L'optimisme, c'est ce qui permet de transformer les soucis en défis. Les soucis nous accablent, les défis, on a envie de les relever. » Eh bien, je crois que ça, c'est le rôle de chacune et de chacun de nous, transformer les soucis en défis. Ne me dites pas, c'est l'affaire des politiques, c'est l'affaire des médias, c'est l'affaire de l'éducation nationale. Souvenez-vous des conseils de Jean Boissonnat. Jean Boissonnat disait « Si l'on veut que les choses changent par en haut, on attendra longtemps, on y perdra notre liberté. Si on veut qu'elles changent par en bas, il faut construire et diffuser une culture de la responsabilité. » Oui, être en mesure de transformer les soucis en défis, c'est l'affaire de chacune et de chacun de nous. Si on parvient à progresser en termes d'optimisme, nos enfants seront moins stressés et réussiront mieux. Henri Lô, qui est professeur de psychiatrie à l'hôpital Sainte-Anne, qui réédite régulièrement un ouvrage qui s'intitule « Le stress permanent », écrit dans cet ouvrage « La personnalité optimiste intervient comme un point correcteur du stress. Plus on sera optimiste, plus on sera protégé des effets du stress. » À côté de cela, on ira chercher de la réussite. On s'est rendu compte que dans des compagnies d'assurance aux États-Unis, les commerciaux les plus optimistes vendaient de 40 à 70% de plus de contrats d'assurance que les autres. L'optimisme, c'est bien là encore de la santé et du succès. Et c'est le propre finalement de ces petits antibiotiques, c'est de nous permettre d'aller chercher à la fois de la réussite, de la réalisation et de la santé. Comment marche-t-il ? On a vu que certains de ces antibiotiques augmentent les émotions positives. D'autres diminuent les émotions négatives. Pour augmenter les émotions positives, vous avez le choix de la gratitude, des encouragements, de l'autonomie, etc. Là, vous en avez énormément. Pour diminuer les émotions négatives, j'en ai cité 2. J'ai cité le fait de reconnaître ses maladresses. J'ai cité le fait de faire attention au sentiment de justice. Il y en a bien sûr d'autres. Si on augmente les émotions positives et si on diminue les émotions négatives, on va favoriser la sécrétion dans l'espèce humaine, chez la femme comme chez l'homme, d'une hormone qui est l'ocytocine. Quand on augmente le taux d'ocytocine dans le sang, aussitôt, on va faire baisser le taux d'une autre hormone, c'est le cortisol, l'hormone du stress. Quand on augmente le taux d'ocytocine, on va augmenter la générosité, on va augmenter l'empathie, on va favoriser la cohésion. Quand on dose le taux d'ocytocine chez 2 militaires frères d'armes, quand ils sont côte à côte, le taux d'ocytocine est très élevé. Quand on augmente le taux d'ocytocine, je vous disais au tout début de mon propos,
quand on est stressé, on est moins capable de penser la complexité. Eh bien, quand on augmente le taux d'ocytocine, on va augmenter nos capacités à penser la complexité. C'est la seule hormone que l'on connaisse actuellement qui soit en mesure de faire baisser le niveau de stress et en même temps d'améliorer nos capacités intellectuelles. Toutes les autres substances qui jouent pour faire baisser le niveau de stress vont avoir un impact négatif sur nos capacités intellectuelles. Quand on augmente les émotions positives et que l'on diminue les émotions négatives, on va favoriser la sécrétion chez la femme comme chez l'homme d'endorphines. Vous êtes tous en train de reconnaître un neurone à dopamine et son neurone inhibiteur. Si vous ne le reconnaissez pas, c'est normal, c'est qu'il est assez mal dessiné. En temps normal, dans notre organisme, on ne sécrète pas de dopamine parce qu'il y a un neurone inhibiteur qui est extrêmement puissant qui le bloque. Le neurone inhibiteur, il a des récepteurs à endorphines. Quand les endorphines viennent agir dessus, ils vont bloquer le neurone inhibiteur. Et là, on va sécréter de la dopamine, l'hormone de la motivation, l'hormone du plaisir. C'est bien l'hormone de la motivation. Si on bloque des récepteurs à dopamine chez un animal, il se laisse mourir de faim, de soif, parce qu'il n'a plus la motivation nécessaire pour s'alimenter, pour s'hydrater. C'est bien aussi l'hormone du plaisir. Sans dopamine, il n'y aurait pas de plaisir. Et qu'est-ce que nous apprennent de récentes études? Si dans 72 heures, on a un tout petit plaisir, et dans l'étude en question, c'est bien inférieur à mon N+1 qui m'a dit « Bravo pour ce que tu as fait, merci, c'est exactement ce que j'attendais de toi ». Dans l'étude en question, c'est aller voir un film à caractère humoristique dans 3 jours. C'est quand même pas un plaisir colossal. Eh bien, ce tout petit plaisir va suffire pour faire baisser dans le sang le taux de cortisol de 40%. Ce tout petit plaisir va suffire pour faire baisser dans le sang le taux d'adrénaline de 70%. Et comme la nature humaine est bien faite, ce tout petit plaisir va suffire pour faire libérer de l'hormone de croissance, une hormone qui va venir réparer d'éventuelles lésions induites par le stress au niveau de l'immunité. L'immunité, point de passage vers nos défenses naturelles, nos capacités à résister aux infections, point de passage vers les maladies allergiques, point de passage vers les maladies auto-immunes. Ces maladies ont fait des anticorps contre nos propres tissus. On est donc en mesure, grâce à nos comportements, de diminuer le niveau de stress, d'améliorer la cohésion, de penser davantage la complexité, d'être plus créatif et en même temps de venir réparer d'éventuelles lésions induites par le stress dans le passé. L'enjeu, il est là, il est extrêmement important, c'est qu'on peut aller chercher à la fois de la santé et du succès. En conclusion, je trouve qu'il y a une phrase de Saint Ignace qui résume à merveille l'influence du mal-être sur la difficulté à progresser et l'impact de la sérénité sur le chemin du bien. Il dit, c'est le propre du mauvais esprit de tourmenter, de causer de la tristesse, d'élever des obstacles, de troubler par de fausses raisons afin d'empêcher de progresser. Au contraire, c'est le propre du bon esprit de donner courage et force, donner consolation et larmes, inspiration et sérénité, diminuant et écartant toute difficulté afin d'avancer sur le chemin du bien. Cette notion de motivation, elle remonte dans le temps. Quand je vais voir Jacqueline de Romilly, c'est que je voulais savoir si cette notion de motivation existait dans l'Athènes ancienne. Durant ce 5e siècle avant Jésus-Christ, où il y a un essor culturel et intellectuel colossal, est-ce que la notion de motivation existait? Durant ce 5e siècle avant Jésus-Christ, où les guerriers remportent des batailles alors qu'ils sont inférieurs en nombre, est-ce que la notion de motivation existait? Jacqueline de Romilly me trouvera une phrase de Thucydide qui me plaît beaucoup. Thucydide disait « La cité sera mieux défendue par l'engagement de ses habitants que par l'épaisseur de ses murs ». 5 siècles avant Jésus-Christ, la motivation existait.
Le siècle suivant, le mode de gestion de la population athénienne change. Il n'y a pratiquement plus d'élan. C'est toujours d'actualité. Je participais récemment à une table ronde avec Francis Maire, ancien ministre de l'économie et des finances, ancien patron d'industrie. Francis Maire a eu cette phrase. « Si dans toutes les entreprises de France, on avait des collaborateurs qui y travaillaient avec envie, on avait des collaborateurs qui soient motivés, on irait chercher un point de croissance de plus par an pendant le quart de siècle qui vient. » L'enjeu, mesdames et messieurs, il est bien là. C'est qu'on peut aller chercher de la santé, du succès. Je vous citais au tout début de mon propos Margaret Chan, la directrice générale de l'OMS, qui en octobre 2008 dit « Attention, avec la crise, on va avoir une véritable contagion du stress, des dépressions, etc. » Ce que j'aimerais, c'est que chacun de vous, soit l'origine d'une autre forme de contagion. C'est une contagion de la bienveillance. Une bienveillance qui rime avec exigence, notamment une exigence de comportement, mais qui vous permettra dans tous les cas d'aller chercher de l'excellence. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. J'ouvre quelques minutes, 5-10 minutes de questions. Si vous avez une ou l'autre question à poser au docteur Philippe Raudet, vous pouvez prendre la parole. Monsieur Jacquet. Merci, mon père. Bonjour, docteur. Bonjour. Dans votre introduction, vous avez cité 3 mots, la spiritualité, le sens, la relation avec les autres. Vous avez beaucoup évoqué le sens et la relation avec les autres. Est-ce que vous pouvez revenir quelques minutes sur la spiritualité, le rapport entre la spiritualité, la réussite, la motivation? Merci. La spiritualité, effectivement, diminue considérablement les effets du stress. C'est un facteur de protection extrêmement puissant. Les études qui ont été faites sur l'influence de la prière sur la santé. Et on s'est rendu compte que si la prière est efficace, au-delà d'une dimension spirituelle, c'est aussi parce qu'il y a une dimension biologique. On s'est rendu compte que l'on va modifier l'expression d'un de nos gènes. Quand on est stressé, sur certains de nos gènes, on va perturber leur fonctionnement en greffant certains radicaux chimiques, notamment des radicaux méthyl. Et les gènes vont fonctionner par excès ou par défaut, mais ils vont dysfonctionner. Le gène qui code pour la synthèse de protéines de l'inflammation va coder par excès, on aura trop de protéines de l'inflammation dans l'organisme, on aura plus de chances de développer une maladie inflammatoire. Le gène qui code pour la synthèse d'insuline, lui, va être moins efficace. On aura moins d'insuline, on a vu qu'on avait envie de sucre, on comprend pourquoi ça peut poser problème. La prière va faire partir le radical méthyle et va permettre à nos gènes de refonctionner normalement, de retrouver leur position d'équilibre. Au-delà d'une dimension spirituelle, la prière a en plus une dimension biologique. D'où le grand âge des religieux et des religieuses. C'est pour ça, mon père, que vous êtes en excellente santé. Merci, mon père. J'ai été très impressionné par votre exposé. Il y a une partie très littéraire, enfin littérale, qui m'a beaucoup plu. Vous nous appelez à l'optimisme et la partie scientifique. Alors, avec le transhumanisme, tout sera réglé. Alors, pourquoi se poser des problèmes ? Puisqu'on n'aura plus besoin de perdre son temps à prier, puisqu'on aura des injections d'ocytocine ou d'autres. Merci beaucoup de votre remarque. Effectivement, c'est tentant. Non pas d'ocytocine, mais on est même allé plus loin. On sait qu'on ne résiste pas tous de la même manière au stress en fonction du taux de neuropeptides Y qu'on a dans l'organisme. Plus on a de neuropeptides Y, plus on résiste. Nos amis américains savent le synthétiser. Oh, bien sûr, non pas pour l'utiliser, juste par intérêt scientifique. Mais il y a une hormone, et vous l'avez cité, que l'on sait parfaitement synthétiser, c'est l'ocytocine. Si vous allez en Belgique, vous trouverez des sprays d'ocytocine. Et vous pourrez éviter d'avoir des comportements vertueux si vous arrosez régulièrement vos collaborateurs d'ocytocine. En revanche, en même temps que vous investirez dans un flacon d'ocytocine, il faut que vous investissiez dans une pompe comme avaient les anciens pour traiter les vignes. Car la durée d'efficacité de l'ocytocine par voie nasale en spray est de 2 minutes. Donc il faut passer les arroser régulièrement, sinon ça ne dure pas.
Si on adopte les bons comportements, la durée d'action de l'ocytocine est de 36 heures. Vous voyez, l'humain a encore beaucoup d'avance sur la chimie et l'humain contribue à rendre modeste la personne que je suis et qui a utilisé beaucoup de chimie dans sa vie. Je crois vraiment qu'on peut faire beaucoup mieux qu'avec de la chimie en mobilisant les caractéristiques profondes de l'humain. Merci, docteur, pour cet exposé. Je ne savais pas pourquoi je venais, mais je sais pourquoi je partirais. D'abord, à 10 heures, je vais essayer de mettre ça en application dans l'entreprise, et à 23 heures, ou plutôt peut-être à 19 heures, dans ma famille, parce que j'ai l'impression que c'est une vraie ordonnance pour nos familles. Je transpose ça exactement dans nos rapports avec nos enfants, et merci beaucoup. Merci, monsieur. D'autres questions? Remarques? Bon. Merci beaucoup, Philippe, pour cette conférence, cette intervention. Je trouve que c'est intéressant d'avoir cette lecture personnelle, très personnelle, du pape François. Vous allez lire le texte, vous allez voir que vous n'avez pas tout à fait retrouvé les propos de Philippe. C'est une lecture personnelle et ça c'est superbe, libre. Mais surtout avec l'expérience du médecin. Moi je trouve ça très riche. Ça me fait beaucoup réfléchir en me disant, on voit quelque chose là derrière, c'est que Dieu a tout créé. Et il y a une cohérence dans tout ce que Dieu a créé, en ta dimension spirituelle, la dimension purement biologique. C'est bien pensé, quoi. Ça a été bien fait, la personne humaine. Dieu ne s'est pas planté, quoi. Et justement, plus on respectera ce que Dieu a créé dans l'homme, eh bien, plus on ira vers le SSSB, sens, succès, santé, bonheur. Je pense que c'est un beau chemin. Donc merci pour cette belle intervention, riche. Je pense qu'on aura besoin de la réécouter, parce que je ne sais pas si elle sera relisible. Il y a un texte ou pas, je ne sais pas. Je vais vous que vous alliez parler d'abondance, mais de toute manière, c'est filmé. Et donc vous allez pouvoir retrouver la conférence du docteur Audet sur le site proclero.com dans les prochains jours, j'imagine. Donc profitez-en. Peut-être pour, à titre personnel, la réécouter. Je pense que c'est très dense. Il y a beaucoup de choses. Ça va assez vite. Et je pense que c'est très riche. Et je pense que c'est quelque chose à partager, vraiment. Alors ça peut être dans la cellule familiale, mais je pense aussi vraiment dans l'entreprise. Il y a une réflexion à mener sur ce sujet. Merci infiniment, Philippe. Vous nous avez vraiment fait beaucoup de bien, je trouve, ce matin. On repart en pleine forme. On a fait notre check-up là, on est bon, alors que c'est super. Donc merci infiniment. Je vous rappelle que pour l'année prochaine, non ça marche pas. L'année prochaine on continue nos conférences Procléro et votre conférence fait bien la transition entre ce que l'on a voulu faire cette année, qui était vraiment regarder l'entreprise, alors avec des petites touches, évidemment, c'est pas complet, loin de là, sur le gouvernement de l'entreprise et sa responsabilité, en regardant aussi le rôle du dirigeant, comme en particulier dans les dernières conférences que nous avons eues. Et l'année prochaine, nous allons creuser la question de la responsabilité de l'entreprise. Et le cœur de notre réflexion, ce sera d'insister sur le nécessaire passage de la responsabilité sociale de l'entreprise, RSE, à la responsabilité humaine de l'entreprise. Et je pense que votre conférence d'aujourd'hui nous montre bien que le cœur de l'entreprise, c'est la personne humaine. Et c'est absolument indispensable que nous réaffirmions cet élément-là. Que la responsabilité de l'entreprise, ce n'est pas seulement une responsabilité sociale, c'est une responsabilité humaine, et que l'entreprise n'a pas seulement un bilan social à produire, mais aussi un bilan humain. Et ça, c'est
un nouveau défi, je pense, qui nous oblige à aller plus loin, et ça part de cette réflexion sur ce qu'est la personne humaine. Donc on va décliner cette réflexion tout au long de l'année prochaine. La prochaine conférence Procléro aura lieu le 20 septembre, le mardi 20 septembre, donc vous pouvez déjà, puisque vous avez tous 6 téléphones portables sur vous, vous pouvez noter 6 fois le 20 septembre, mardi 20 septembre, le lieu vous sera communiqué d'ici là. Voilà, quelques petites informations pratiques encore au sujet de la communauté Saint-Martin, parce que je sais que vous aimez avoir aussi quelques informations sur la communauté. Nous aurons la chance, la grâce, dans quelques jours, 25 juin, de célébrer les ordinations, qui est pour nous un moment très important. Ça clôture toute une année de formation. Ces ordinations qui auront lieu le 25 juin. On aura la joie d'ordonner 5 nouveaux prêtres et 3 nouveaux diacres. Voilà, ce sera à la basilique d'Évron, le 25 juin, le matin. Et puis cet été, dans les grands événements de l'été, il y aura... Comment ? Il y aura aussi, oui, pour nous, Saint-Martin, vous savez que cette année, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, c'est un anniversaire, un grand anniversaire, un double anniversaire. C'est le 1700e anniversaire de la naissance de Saint-Martin. Il est né en 316, donc ça remonte un peu. Et donc nous allons en communauté nous célébrer ce jubilé pour continuer à approfondir cette belle figure de missionnaire et d'apôtre de la Gaule que fut Martin. Et puis c'est aussi le 40e anniversaire de la fondation de la communauté Saint-Martin qui a été fondée en 1976. Donc nous allons faire un jubilé de ces 2 anniversaires pour rendre grâce et continuer à avancer sur le chemin que l'Église nous trace. Et puis cet été, un grand événement aussi, ce sera les Journées mondiales de la jeunesse avec le pape François à Cracovie. Nous allons emmener un grand groupe de jeunes à Cracovie pour vivre ce moment qui est toujours fort pour les jeunes. Vous vous souvenez peut-être des GMJ de Paris en 1997, qui ont été une étape très importante pour l'Église en France en particulier. Et voilà, chaque fois que les GMJ ont lieu, c'est un grand événement pour les jeunes. C'est aussi source de beaucoup de vocations sacerdotales et religieuses. Donc on met beaucoup d'espérance aussi dans cet événement. Au sujet de Procléro continue à avancer malgré la tourmente des marchés, les marchés stressés, compliqués. Voilà. Donc aujourd'hui, le fonds Procléro est à un encours de 44 millions d'euros et la performance, je n'ai pas vu l'impact de la chute du CAC de vendredi sur le fond, mais on était en train de réatteindre le niveau 0, parce qu'on était encore en négatif depuis le 1er janvier, on était en train de toucher le point 0, donc maintenant ça doit certainement un petit peu impacter encore à la baisse. Voilà, on a l'espérance que ça continue. En tout cas, nous continuons à travers Procléro notre mission, si je puis dire, aussi à travers le comité d'éthique Pro Persona et ces conférences Procléro pour continuer à approfondir cette réflexion. Voilà, je vous remercie en particulier le docteur Rodet de cette intervention d'aujourd'hui. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps de cette réunion. Je vous souhaite à tous une très belle journée ensoleillée. Je ne vais pas faire ma mamie. Voilà, une belle journée devant nous. Et puis je vous souhaite d'excellentes vacances, beau temps de ressourcement. N'hésitez pas à relire ce discours du pape François. N'hésitez pas à réécouter la conférence du docteur Rodet durant vos vacances sur votre plage. Profitez-en, tirez-en les bonnes leçons et puis on se retrouve frais et dispo au mois de septembre. Voilà. Merci à tous.